Bon matin, good morning, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis Tyler McCann, le directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer la discussion aujourd'hui, il est important que je reconnaisse que je viens de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel et non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. A quick note that as with À titre all d'information, comme c'est le cas pour tous les webinaires de l'ICPA, la conversation d'aujourd'hui sera enregistrée et partagée avec tous les participants inscrits peu après l'événement. Nous vous invitons à suivre la chaîne YouTube où vous recevrez une notification dès que l'enregistrement sera accessible en direct sur YouTube et pour toutes les futures vidéos de l'ICPA. Dans la chaîne de YouTube de l'ICPA, vous trouvez l'enregistrement d'une récente conversation virtuelle en groupe qui visait à réimaginer le programme du plan environnemental, le programme de bourse du doctorat 2022 de l'ICPA regroupe, dans une approche interdisciplinaire, des jeunes chercheurs qui travaillent sur un aspect particulier de la santé des sols de l'agriculture canadienne. Au cours de la première année du programme, chaque boursier de doctorat a dû produire un rapport individuel et l'a présenté lors d'un webinaire en juin dernier. Au cours de cette deuxième et dernière année de bourse, les boursiers ont collaboré à un projet de groupe indisciplinaire pour collaborer sur ce projet sur le thème de la santé des sols et de l'agriculture canadienne dont vous entendrez parler aujourd'hui. Ils ont été guidés par un groupe consultatif composé d'experts de partout au Canada. Nous remercions tous les membres du groupe consultatif pour leur expertise et leur perspicacité. Le projet de groupe sera publié peu après le webinaire et nous veillerons à ce que les membres du public reçoivent une copie du rapport. Le rapport des boursiers et ce webinaire sont commandités en partie par la Fondation RBC et font partie de l'initiative environnementale élargie de l'ICPA intitulée « À l'avant-garde des solutions, aider les agriculteurs à fonctionner mieux, plus intelligemment et de façon plus durable sur le plan environnemental ». Cette initiative vise à tirer parti des politiques publiques et privées pour favoriser l'adoption rapide de pratiques de gestion bénéfique, accroître la mise en œuvre de nouveaux outils et de technologies afin de maximiser les résultats environnementaux et sociaux. Nous sommes reconnaissants pour ce soutien de la Fondation RBC pour ce projet et j'aimerais maintenant vous présenter Graham Watt, le directeur principal et chef de la technologie climatique à la Banque royale du Canada, qui va dire quelques mots d'ouverture au nom de la Fondation RBC pour le dialogue d'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je veux que vous vous intéressiez à ce conversation intéressante. Donc, merci aux organisateurs et aux chercheurs qui ont vraiment mis en place de la recherche de collecte. Et le RBC est content de commanditer en fait cette recherche. Nous pensons que le changement climatique est une des problématiques les plus importantes et nous savons qu'en tant que banque, nous devons jouer en fait un rôle important pour soutenir le développement de connaissances. Et nos actions en fait sont axées autour de 4 priorités. Donc, et celle qui est pertinente pour la recherche d'aujourd'hui. Nous aidons les clients à faire une transition vers le net zéro pour façonner leur cheminement. Et pour cela, nous sommes engagés à investir 500 millions de dollars en fait dans le développement durable. Et nous voulons aussi développer en fait notre dépendance par rapport au carbone pour atteindre en fait le net zéro. Et ce qui est important pour aujourd'hui, c'est que nous voulons promouvoir un avenir durable avec des partenariats entre secteur privé et public. Et nous voulons soutenir des innovations en recherche par rapport au climat. Et le webinaire d'aujourd'hui est soutenu par la Fondation d'RBC qui s'est engagée d'ici 2025 à verser 120 millions de dollars pour aider les universités à développer des solutions pour le changement climatique. Nous avons financé plusieurs initiatives pour soutenir 125 partenariats communautaires. Et donc, la dernière priorité, c'est de nous assurer d'être redevables. Nous sommes engagés à obtenir un net zéro d'ici 2025 et le webinaire d'aujourd'hui vise à identifier des solutions. Et un quart de nos émissions est lié à l'agriculture. Et donc, une meilleure connaissance de la séquestration du carbone nous permettra de créer pour nos clients et pour le secteur élargi des solutions durables. Donc, c'est un travail très important. Donc, cela étant dit, je vais repasser la parole à Tyler. Merci beaucoup, Graham.
Et le changement climatique est une problématique très importante en agriculture et va jouer un rôle important pour trouver des solutions. Nous devons assurer que tous les partenaires, les gouvernements, les industries, les producteurs et les fournisseurs de services comme la Banque et la Banque royale participent à cette conversation. Nous apprécions le soutien continu de la Banque RBC pour ce projet. J'ai maintenant le privilège de vous présenter le modérateur pour le webinaire d'aujourd'hui, le sénateur Black. Nous sommes ravis que le sénateur Black joue à nouveau ce rôle dans le cadre du webinaire des doctorants cette année après avoir été le modérateur du premier webinaire en juin 2021. Le sénateur Black est passionné d'agriculture, des aliments et des sols qui permettent de les produire. Cette passion, développée au cours d'une carrière en agriculture, notamment en participant au programme avancé de leadership agricole de l'Institut rural de l'Ontario, continue de l'habiter pour son travail auprès de 4H Ontario et de son poste d'administrateur au conseil du comité de Wellington. Nous sommes heureux que le sénateur Black ait suivi le conseil de son fils et ait posé sa candidature au poste de sénateur en 2016, car il véhicule maintenant cette passion au Sénat, où il a été récemment nommé président du comité sénatorial permanent de l'agriculture des forêts. N'étant pas du genre à rester les bras croisés, le sénateur Black a défendu la cause de la santé des sols au Sénat et a réussi à obtenir que le Sénat accepte d'entreprendre une étude sur la santé des sols suite à l'étude historique du Sénat de 1984 intitulée « Les sols en péril, l'érosion de l'avenir du Canada ». Compte tenu de l'importance et de la complexité du rôle du sol dans la sécurité alimentaire, l'environnement et l'économie, nous sommes impatients de participer à l'étude et d'en voir les résultats. La parole est à vous, sénateur Black. Merci, Tyler. Je suis heureux de modérer la discussion d'aujourd'hui avec un groupe impressionnant de jeunes universitaires. C'est important de voir, en fait, les doctorants de l'ICPA, donc Anna Lieberman, Lisa Ashton, Callum Morrison et Marie-Lise Samson, qui forment un groupe multidisciplinaire axé sur l'intégration de la recherche et des données scientifiques à l'élaboration de politiques sur l'atténuation des changements climatiques et le rôle que peut jouer la séquestration du carbone dans les terres cultivées du Canada. Leur rapport fait valoir que pour accroître le rôle des politiques dans la séquestration du carbone dans les terres cultivées canadiennes, il faut envisager une approche scientifique et systémique de la conception des politiques. Aujourd'hui, nous en entendons plus et je veux juste dire que c'est un plaisir de les revoir puisque je m'étais joint à eux il y a un an de cela, comme vous le savez. Aujourd'hui, les boursiers du doctorat présenteront les résultats de leur recherche, ce qui sera suivi d'une discussion animée de questions du public. J'ai beaucoup de questions, mais je voudrais encourager en fait les membres du public à poser des questions aussi. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les boursiers de doctorat de l'ICPA. Anna Lieberman est doctorante à l'Université McGill. Ses recherches visent à comprendre l'impact des inondations sur le cycle du carbone, de l'azote et du phosphore dans les systèmes agricoles. Avant de venir à McGill, Anna a obtenu un baccalauréat en biologie au Grinnell College en Iowa et a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la recherche en agroécologie et dans des postes axés sur la conservation en Namibie, en Virginie occidentale et en Floride. Lisa Ashton est doctorante à l'Université de Guelph et possède une expérience en tant que consultante spécialisée dans l'indépendance agro-environnementale. Lisa applique une approche informée, stratégique et systémique pour explorer comment les mécanismes politiques et de marché peuvent mieux positionner les agriculteurs pour réussir la transition vers une économie à faible émission de carbone, où les systèmes alimentaires sont résilients au climat, économiquement viables et répondent aux besoins de la société. Lisa est titulaire d'un diplôme spécialisé en développement international de l'Université d'Ottawa, ainsi que d'une maîtrise en changement global et en Ecosystem Science Policy de l'Université College Dublin en Irlande et de l'Université Justus Liebig en Allemagne. Callum Morrison est un étudiant diplômé de l'Université du Manitoba qui se spécialise dans les cultures de couverture dans les prairies canadiennes. Callum a eu le plaisir d'entrer en contact avec plus de 1300 agriculteurs de 4 provinces canadiennes pour ses recherches dans le cadre de l'enquête sur les cultures de couverture dans les prairies de l'Ontario Cover Crop Feedback. Sa recherche fournira des informations précieuses aux futurs adeptes de la culture de couverture au Canada. Finalement, Marie-Élise Samson est agronome et professeure adjointe en sciences du sol à l'Université Laval au Québec. Elle s'intéresse à l'agropédologie des sols, à la biochimie des sols et à la podométrie. Par ses recherches, elle vise à développer une meilleure compréhension des cycles de carbone et de l'azote dans les sols. Elle travaille également au développement des nouvelles technologies pour faciliter le suivi du carbone dans les sols à différentes échelles. Donc, cela étant dit, je veux demander à nos
doctorants de commencer leur présentation. Et comme cela a été mentionné, à la fin de cela, nous aurons une série de questions et une conversation ouverte quand ils auront fini leur présentation. Donc, la parole est à vous, chers doctorants. Thank you, Senator Black, for that Merci, introduction. Sénateur Black, pour cette présentation et merci à tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Nous avons vraiment hâte de vous présenter notre recherche qui s'intitule « Traduire la science en politique, la séquestration du carbone dans le sol des terres cultivées du Canada ». Donc, avant de vraiment vous parler du cœur de notre recherche, donc, nous allons vous parler de comment nous avons approché notre recherche. Donc, comme cela a été dit, nous sommes une équipe interdisciplinaire et chacun d'entre nous se spécialise dans des domaines différents de l'atténuation du changement climatique dans le système agricole du Canada, que ce soit de la science de base ou alors à l'application dans les politiques et les pratiques. Donc, et pour chacun de nous, quand nous sommes approchés en fait dans cette question de la séquestration du carbone, d'utiliser chacun notre expertise pour vraiment parler et nous attaquer à la complexité de ces problématiques. Nous sommes concentrés sur 4 points importants, donc les fondations, comprendre le carbone organique du sol, les interventions, adopter des pratiques pour augmenter le carbone organique du sol, les facteurs contextuels, les influences sur l'adoption et sciences et politiques, renforcer l'interface entre les deux. Donc, dans les années à venir, l'agriculture canadienne peut jouer un rôle clé dans l'atténuation du changement climatique pour vraiment améliorer ces différents résultats. Le sol est le plus grand puits de carbone terrestre et cela contient à peu près plus de 2 à 3 fois le carbone contenu dans l'atmosphère. Il a le potentiel de piéger encore plus de carbone. Donc, les terres cultivées représentent au Canada 93,5 millions d'acres. Donc, cela représente une grande surface qui pourrait piéger plus de carbone. Donc, les terres cultivées canadiennes présentent une occasion unique d'identifier et d'encourager des pratiques de gestion bénéfique qui améliorent la séquestration du carbone. Mais qu'est-ce que c'est que la séquestration du carbone? C'est un processus dans lequel les plantes absorbent le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. Cela est intégré à leur biomasse et quand les plantes se décomposent, ce carbone, en fait, va dans le sol et qui peut être piégé à long terme dans le sol ou alors les microbes peuvent l'expirer sous la forme de dioxyde de carbone à nouveau. Et donc, cet équilibre entre l'apport du carbone dans le sol et les pertes de carbone détermine le rôle des sols dans le cycle global du carbone. Et donc, l'objectif de la séquestration de carbone, c'est d'augmenter la quantité de carbone qui reste dans le sol et de décroître la quantité de carbone qui est perdue. Bien. Donc, la séquestration de carbone dans les terres cultivées fait partie en fait de la conversation en fait du rôle de l'agriculture pour l'atténuation du changement climatique selon les mesures et les analyses actuelles. Les terres cultivées du Canada constituent en moyenne un puits de carbone, mais cette tendance semble être à la base et il semble y avoir une grande variabilité régionale. Cela veut dire qu'il n'y a pas ce ne sont pas toutes les terres cultivées qui absorbent en fait le carbone à la même vitesse et certaines en émettent. Donc, ce que nous voulons ici promouvoir, c'est l'augmentation d'adoption de pratiques de gestion bénéfique et que cela permette en fait de s'assurer qu'en fait que les terres cultivées puissent jouer leur rôle en tant que puits du Canada. Dans d'autres régions du Canada, nous avons vu que le COS en fait a décru à cause des changements dans les pratiques de gestion. Donc, cette variabilité régionale suggère que pour optimiser les résultats, des stratégies pour promouvoir l'adoption et les pratiques elles-mêmes vont changer en fait d'une région à l'autre. Et donc, Marie-Élise va partager plus à ce sujet dans la section des résultats. Prochaine diapositive. Donc, comme la tendance de la séquestration du carbone le suggère, il y a plusieurs propriétés des sols au Canada
et vivent des conditions environnementales qui ont un impact sur la fonction du sol, ce qui veut dire que la recherche sur la santé des sols est très difficile. Donc, les producteurs, les agronomes et les chercheurs peuvent évaluer la santé des sols. La santé des sols est définie comme étant la capacité du sol à fonctionner comme un écosystème viable qui soutient la vie des humains, des plantes et des animaux. Et c'est un cadre qui est très utile pour évaluer et mieux appréhender la capacité des sols. Et donc, pour appliquer cela, en fait, nous pouvons, en fait, avec ce cadre, mieux comprendre les bénéfices avec des pratiques pour améliorer, en fait, qui permettraient d'améliorer, en fait, la séquestration du carbone. Donc, en gardant ce contexte élargi en tête, Marie-Élise va vous décrire, en fait, les différentes pratiques pour la séquestration du carbone. Donc, la question que nous posons, c'est comment nous pourrons améliorer, en fait, la séquestration du carbone dans les terres cultivées canadiennes. Donc, nous avons plusieurs leviers, en fait, pour pouvoir obtenir cet objectif. Donc, comme Anna l'a dit plus tôt, la séquestration du carbone se produit quand les plantes absorbent en fait le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour produire de la manière organique avec par la photosynthèse. Donc, le premier levier pour augmenter en fait augmenter les stocks de carbone dans le sol, c'est d'augmenter en fait la photosynthèse. Donc, cela peut être pour faire cela, il faut s'assurer de couvrir le sol, en fait, de plantes vivantes dans le temps et dans l'espace. Donc, par exemple, les cultures de couverture ou pérenniales, ça peut être une grande stratégie, en fait, pour pouvoir augmenter la capture du carbone au premier levier. Le deuxième levier, c'est la quantité de matière organique qui va se décomposer dans le sol. Et en fait, en agriculture, une partie de la biomasse la plante sera récoltée et vendue, mais il est quand même possible de retourner une partie de cette plante dans le sol, ce qui nous permet d'optimiser la matière organique dans le sol. Donc, par exemple, retourner, donc, par exemple, de planter en fait des cultures de couverture à la fin de la saison pourrait être une stratégie qui pourrait avoir en fait un impact sur le deuxième levier. Et finalement, le troisième levier n'augmente pas vraiment euh, les, les, euh, les stocks de carbone organique dans le sol, mais tend à limiter les pertes de dioxyde de carbone. Et comme Anna l'a expliqué plus tôt, quand le carbone est piégé dans le sol sous la forme de matière organique, et donc il peut être stabilisé en fait dans le sol à long terme, où il peut être complètement expiré par les micro-organismes et retourné dans l'atmosphère sous la forme de dioxyde de carbone. Donc, en agriculture, donc, réduire cette réémission, en fait, pour avoir un impact sur la quantité de carbone dans le sol. Donc, d'un point de vue théorique, la séquestration du carbone dans le sol pourrait être augmentée par l'adoption de pratiques de gestion bénéfique qui pourraient non seulement augmenter les stocks de carbone dans le sol, mais pour avoir d'autres bénéfices comme améliorer la santé du sol, augmenter en fait la résilience à la sécheresse et la qualité de l'eau. Et donc, dans les pratiques, ce serait par exemple le semi-direct, mais aussi la rotation la rotation des cultures et aussi les cultures de couverture. L'idée que nous pourrions en fait adopter une pratique qui pourra en fait optimiser en fait tous les systèmes, toutes les composantes de l'écosystème pourraient sembler être très logiques et très attirantes. Il est important de se rappeler que les sols sont très complexes et sont des systèmes très variables. C'est pour cette raison qu'une pratique n'aura pas nécessairement le même impact dans deux contextes pédoclimatiques différents. Donc, pour illustrer cette idée, donc voici une étude de cas qui évalue l'impact de l'adoption du semi-direct dans l'ouest du Canada versus l'est du Canada. Au ouest du Canada, souvent, à cause du climat qui est assez sec. Donc, le semi-direct, en fait, a souvent un impact très positif. Donc, euh, donc, augmente la résistance du sol à l'érosion, mais aussi
Et cela, en fait, permet de garder de l'humidité, en fait, dans le sol, ce qui augmente, en fait, le rendement des récoltes et aussi augmente, en fait, les stocks de carbone organique dans le sol dans ces conditions. Mais dans les conditions froides et humides de l'Est du Canada, donc les faits du semi-direct sont très différentes. Donc, c'est sûr que cela augmente aussi la résistance du sol à l'érosion, mais comme les conditions sont froides et humides, le semi-direct, en fait, décroît le rendement des cultures et, et, et peut aussi réduire, en fait, l'échauffement du sol euh, au printemps. Donc, cela veut dire qu'en général, en fait, l'adoption du semi-direct réduit en fait le rendement des cultures d'environ 5 dans des conditions froides et humides. Mais souvent, il n'y a pas vraiment de différence en fait par rapport au stock de carbone dans le sol dans ces conditions froides et humides. Donc, c'était juste pour illustrer euh, c'est juste pour illustrer en fait qu'une mesure de gestion aura des impacts différents d'une région à l'autre, et même d'une ferme à une autre, et je pourrais même dire d'un champ à l'autre. Donc, donc, il est vraiment essentiel de se rappeler de cette variabilité quand on propose des recommandations de pratiques de gestion bénéfique. Un autre défi pour les scientifiques qui sont spécialisés dans la santé du sol et pour les décideurs politiques, c'est de trouver des moyens de vraiment de mesurer, de notifier, de vérifier en fait les changements du carbone du sol. Les méthodes normalisées de surveillance des variations du carbone du sol sont très coûteuses présentement, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps et d'énergie. Donc, cela est dû en partie à la grande variabilité spatio-temporelle du sol. Il y a aussi d'autres incertitudes qui sont associées au carbone du sol pour cette vérification en fait du sol. Donc, par exemple, à tout ce qui se trouve en sol profond. Et donc, cela est illustré dans le rapport que nous allons rédiger. Aussi, les efforts de recherche devaient se concentrer pour mieux comprendre en fait le cycle du carbone du sol et le développement de nouvelles technologies comme la spectroscopie par imagerie, l'intelligence artificielle et la modélisation. Ces nouvelles technologies pourraient contribuer à réduire les coûts de mesure et aider à optimiser les avantages des solutions climatiques basées sur le sol. Donc, quels sont les obstacles et conditions favorables à l'adoption de pratiques de gestion bénéfique au Canada? Donc, il y a plusieurs obstacles partout au Canada et cela peut changer d'une ferme à l'autre, mais certains obstacles majeurs sont les coûts initiaux. Donc, par exemple, le coût associé à l'adoption de pratiques de gestion bénéfique. Peut-être qu'un fermier devra acheter de l'équipement nécessaire, peut-être qu'ils devront passer plus souvent sur la terre ou alors peut-être qu'ils devront ensemencer leurs champs avec des cultures de couverture. Il y a aussi la question de l'incertitude et de risque, en fait, pour les producteurs qui adoptent des pratiques de gestion bénéfique. Et il y a plusieurs pratiques qui sont adoptées, comme la culture de couverture, peuvent en fait complexifier le calendrier agricole et donc cela peut augmenter le risque. Et, plusieurs pratiques de gestion bénéfique seront limitées par des facteurs agro-environnementaux comme le climat ou le type du sol. Donc, par exemple, la saison de croissance ou l'humidité qui existe dans le sol vont jouer un rôle très important. Donc, que pouvons-nous faire pour pouvoir encourager en fait l'adoption de pratiques de gestion bénéfique? Donc, si nous pouvions donner aux fermiers des preuves en fait d'un retour sur investissement. Donc, par exemple, si nous pourrions montrer aux agriculteurs quel serait l'impact financier réel de l'adoption de ces pratiques de gestion bénéfique et aussi que l'impact que cela aurait sur l'environnement, s'ils pouvaient voir en fait cela de manière réaliste
Et aussi, si nous pouvions engager en fait les producteurs dans la conception de politiques et de programmes, et si nous pouvions donner en fait aux producteurs des outils de mesure et de suivi abordables pour qu'ils voient en fait quel est l'impact de ces pratiques de gestion bénéfique sur leur ferme, cela pourrait être utile. Donc, il y a certaines choses qu'il faut garder à l'esprit. Il ne faut jamais oublier que l'agriculture est une entreprise, donc le profit sera toujours un facteur majeur dans la prise de décision. Et donc, comme plusieurs pratiques de gestion bénéfique ont des avantages connexes qui sont difficiles à évaluer et qui vont peut-être, il faudrait mesurer cela sur plusieurs années pour pouvoir vérifier quels sont ces avantages-là. Cela veut dire que pour beaucoup de producteurs ne voient pas souvent les résultats attendus de l'adoption de ces pratiques de gestion bénéfique. Mais cela étant dit, avec le temps, les producteurs s'ouvrent à l'adoption de ces mesures parce qu'ils peuvent voir en fait les résultats bénéfiques. Et donc, une dernière chose à prendre en compte, c'est comment le calendrier de gestion en fait peut influencer en fait ce qui se passe parce que 50% en fait des terres cultivées au Canada ne sont pas en fait accessibles pendant l'hiver. Donc, cela en fait limite le temps dans lequel les producteurs veulent voir des résultats. Donc, pour améliorer en fait la capacité des agriculteurs en fait de s'attaquer à ces obstacles et pour parler de tout ce, intégrer tout ce que Kalam a dit, nous essayons de voir en fait comment la science en fait et l'interface en fait de la science et de la politique en fait est en fait là l'endroit où les découvertes scientifiques en fait sont utilisées pour informer en fait les processus de prise de décision politique. Nous avons trouvé en fait plusieurs manières en fait d'améliorer cette interface. La première, c'était de développer des processus de prise de décision plus inclusifs où les producteurs, les chercheurs, les décideurs politiques et autres parties prenantes co-créent des solutions et s'engagent en fait à mettre en place des projets pilotes d'application de ces pratiques. Donc, cela crée une opportunité pour les acteurs de tester plusieurs pratiques et technologies, mais il y a aussi dans ce programme très collaborateur de tester l'efficacité de politiques et des processus de marché qui vont être des outils pour encourager les agriculteurs à adopter ces pratiques et les programmes. Donc, en Finlande, il y a une initiative du carbone qui favorise cela, donc qui est un exemple. Et nous avons trouvé aussi des programmes en fait qui permettent en fait de tester et de mettre en place des projets pilotes de ces politiques et de voir l'impact sur le marché. Nous avons aussi suggéré que cela, donc, il devrait aussi avoir de l'adaptabilité, la flexibilité qui inclut en fait tous les facteurs conceptuels, de voir en fait comment tous ces PGB en fait ont un impact sur le carbone, en fait la biodiversité, la qualité de l'eau partout au Canada. Et donc certains chercheurs suggèrent que les programmes et les politiques qui soutiennent les producteurs dans l'adoption de ces pratiques devraient avoir la capacité d'intégrer ces nouvelles découvertes et solutions au fur et à mesure qu'elles sont développées. Et finalement, notre recherche a montré qu'il était très important d'encourager la confiance, la légitimité entre les différentes parties prenantes et de reconnaître en fait où les valeurs et les préjugés des parties prenantes pourraient influencer en fait les décisions. Et je vais repasser la parole à Anna qui va conclure cette présentation. Donc, ce que nous avons découvert, c'est que important, en fait, les entrants en matière organique et tous les processus, en fait, vont permettre de comprendre comment augmenter, en fait, la ségrégation du carbone. Et donc, augmenter, par exemple, la biomasse, en fait, va avoir un impact. C'est important, en fait, d'apprendre comment d'adopter et de s'adapter aux conditions. C'est important qu'augmenter la biomasse, le premier levier, donc Marie-Élise a parlé au début, et donc vraiment la manière la plus prometteuse d'augmenter en fait la présence de carbone dans les sols des fermes cultivées au Canada.
les obstacles clés que nous avons identifiés en fait pour l'adoption de ces pratiques bénéfiques de gestion sont le risque à l'incertitude par rapport à l'adoption de nouvelles pratiques, des coûts très élevés, d'adoption aussi des contraintes environnementales et les conditions qui fait favoriser l'adoption, c'est l'engagement des producteurs, en fait, surtout au début du processus de co-création des politiques, une preuve, en fait, du retour sur investissement aussi, des outils de suivi et de mesure qui soient abordables. Il est important, en fait, pour améliorer, en fait, la conception de ces politiques basées sur des données probantes, d'utiliser les découvertes scientifiques de plusieurs disciplines, de promouvoir la collaboration entre différentes pratiques et permettre ces pilotes sur le terrain des approches politiques et commerciales. Nos recommandations à court terme, c'est d'accroître les possibilités de collaboration pour créer une politique qui utilise la compréhension actuelle des pratiques de gestion bénéfique qui améliorent la séquestration du carbone, les obstacles et conditions favorables à leur adoption. À long terme, nous recommandons d'investir dans la recherche et les infrastructures qui permettent de mieux comprendre comment augmenter et mesurer le piégeage du carbone dans toutes les conditions pédoclimatiques. Et finalement, à court et à long terme, nous recommandons de favoriser une plus grande collaboration multidisciplinaire parce que cela permet nous permet vraiment de comprendre mieux l'immense complexité de la détermination, de la conception et de la mise en œuvre d'une politique qui augmente la séquestration du carbone dans les terres cultivées. Nous aimerions remercier l'équipe type de CAPI et le groupe consultatif pour leur soutien et leur directive pour nos recherches. Nous avons vraiment hâte à cette discussion de panel. Wow! Quel rapport final incroyable. Merci beaucoup, Hannah, Lisa, Marie-Élise et Callum pour votre travail que vous avez effectué parce que vous êtes vraiment allé beaucoup plus loin que ce que nous avions vu l'année dernière pendant le premier webinaire. Donc, j'ai plusieurs questions et je vois qu'il y a déjà plusieurs questions, en fait, qui viennent des membres du public. Nous vous invitons vous encourageant à soumettre vos questions en utilisant la fonction questions-réponses, mais je peux poser des questions d'abord. La première question est donc, je vais vous demander en tant que doctorant de répondre à cette question, mais quels sont les principaux domaines de recherche sur lesquels il faut se concentrer pour améliorer la séquestration du carbone dans les terres cultivées canadiennes? Je sais que l'un d'entre vous, en fait, prendra la parole en premier, mais j'espère que vous allez tous contribuer. Bien sûr, ça me fera plaisir de répondre à cette question. Sénateur Black. Donc, je peux vous dire que pendant la dernière décennie, les scientifiques du sol, en fait, ont vécu un changement de paradigme très important dans leur compréhension, en fait, dans le cycle de la matière organique et les processus de séquestration. Et donc, il y a vraiment une grande quantité de recherches fondamentales qui doivent être faites par rapport aux mécanismes et aux facteurs qui influencent en fait le cycle du carbone dans le sol. Et il faut garder à l'esprit que le cycle du carbone est très lié au cycle en fait de l'azote et du phosphore aussi. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit en fait en termes de productivité des récoltes. Et donc, mieux comprendre en fait ces mécanismes fondamentaux pourrait aussi nous aider à développer des modèles mécaniques fiables et ces modèles pourraient nous aider à long terme, aider à prédire l'effet environnemental net de chaque pratique, étant donné chaque condition pédoclimatique. Ce serait donc très utile. Donc, mais arriver à ce résultat, cela veut dire que nous aurions besoin de données. Et donc, ce sera le prochain défi, en fait, pour les scientifiques experts du sol. Et la recherche aussi devrait se concentrer pour améliorer de nouvelles technologies, pour améliorer, en fait, l'efficacité, en fait, des mesures des stocks de carbone dans le sol et peut-être finalement aussi, à l'échelle du pays, développer de nouvelles infrastructures, comme par exemple un réseau de mesures pan-canadien. Et ce serait quelque chose qui serait vraiment très utile, et non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour les décideurs politiques et les agriculteurs. Merci beaucoup, Marie-Élise. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à Anna, Callum, Lisa? Je pense que Marie-Élise a couvert toute la réponse pour nous, en fait. Ma deuxième question, c'est
Pourquoi est-ce que la collaboration est importante? Parce que j'ai entendu ce mot collaboration à plusieurs reprises. Donc, pourquoi est-ce que la collaboration est importante pour améliorer la séquestration du carbone et comment encourager la collaboration entre diverses parties prenantes? Donc, je peux répondre à cette question. Je pense que nous travaillons dans des équipes multidisciplinaires et nous sommes rendus compte que, en fait, la collaboration est cruciale, surtout quand nous attaquons à des problèmes complexes comme le rôle de l'agriculture dans le changement climatique. Il peut y avoir un seul acteur, une organisation qui peut vraiment identifier une solution cohérente tout seul. Donc, c'est pour ça que la collaboration est importante. Mais si nous appliquons cela par rapport au contexte d'améliorer la séquestration du carbone, il y a tellement d'éléments clés qui doivent être mis en place pour pouvoir aider en fait les agriculteurs à adopter en fait ces pratiques. Comme Marie-Élise l'a dit, nous avons besoin d'améliorer en fait les systèmes de mesure, de notification, de vérification. Nous avons besoin d'innovation technologique. Nous devons avoir plus d'accès en fait et de soutien technique par rapport à la santé du sol et pendant que les agriculteurs testent ces nouvelles pratiques et aussi le développement en fait de ces marchés et des politiques et des différents leviers qui doivent être mis en place. Donc, il y a tellement de choses qui doivent se passer. Donc, la collaboration est très importante. Et aussi, pour répondre à la deuxième partie de la question, donc comment encourager la collaboration? Donc, nous avons vraiment l'occasion de promouvoir des partenariats entre les secteurs et les entités publiques et privées et vraiment et de vraiment, en tant que compagnie en agroalimentaire et des gouvernements, et de mettre en place, en fait, des cibles de net zéro. Je pense qu'en faisant cela, il y aura une opportunité pour voir comment nous pourrons mieux nous aligner et, en fait, comment nous pourrions, en fait, de manière cohérente, atteindre cette capacité au Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter ou est-ce qu'elle a vraiment très bien répondu à cela? Je pense que nous avons plusieurs questions, en fait, qui viennent de notre public. Et donc, je pense que Tyler voudrait, en fait, poser une question, en fait, qui viendrait d'un des membres du public. Tyler. Donc, merci beaucoup, Sénateur Block. Et donc, c'est une question, en fait, qui va, en fait, qui fait suite à certains des commentaires, des questions qui ont été posées. Pour les gens qui ne le savent pas, en fait, le gouvernement du Canada, au cours des derniers budgets, en fait, a impliqué, en fait, 700 millions de dollars pendant ce programme, en fait, et ont créé un fonds d'action, en fait, sur le changement climatique pour les agriculteurs. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que ce programme serait utile et permettrait de mettre en œuvre, en fait, ces pratiques de gestion bénéfique. Mais aussi, j'aimerais que vous parliez, en fait, des défis, en fait, de ce programme national pour mettre en place, en fait, ces différentes politiques et aussi, en cause de la variabilité aussi, comment est-ce que un programme comme celui-là devrait travailler avec d'autres programmes publics et privés et quelles sont les opportunités qui existent pour les programmes publics, en fait, facilitent toutes ces actions. Donc, qu'est-ce qui voudrait répondre à cette question? Donc, je peux commencer. Je pense que le financement, en fait, canadien a vraiment joué un rôle important pour identifier, en fait, des partenaires, en fait, qui sont spécifiques à chaque région pour comprendre les contextes locaux et pour savoir comment mettre à l'échelle ces différentes pratiques. Et par rapport au fait, en fait, de mettre d'avoir une plus grande mise à l'échelle, je pense qu'il y a une opportunité, en fait, pour ces grands programmes de financement et de ces politiques pour s'assurer qu'ils s'alignent sur ce qui est en train de se passer, en fait, dans le secteur privé parce qu'il y a beaucoup de momentum par rapport à comment le secteur privé est en train de développer des projets et des projets pilotes pour vraiment atteindre leur objectif net zéro et pour éviter en fait des problèmes de doublage et pour éviter d'exclure des producteurs de certains programmes. Donc, je pense qu'il y a vraiment une opportunité en fait de mieux s'aligner entre les entités publiques et privées. Donc, pour retourner en fait au point que mentionnait Marie-Élise, je pense qu'il y a aussi une opportunité de mieux partager en fait les données et d'investir de manière collective, en fait, dans la collecte de données parce que nous avons beaucoup de lacunes en termes de données par rapport à la séquestration du carbone. Donc, même si, en fait, la quantité d'argent investi semble être très importante, il y a encore beaucoup de problèmes auxquels nous devons nous attaquer. Donc, je pense qu'une meilleure collaboration entre entités publiques et privées, ce serait très utile. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait contribuer? Oui, donc je ne vais pas prétendre que mon expertise, en fait, dans la conception de politique, comment incorporer ça.
Mais je pense qu'une des choses dont nous avons parlé constamment quand nous étions en train de concevoir ce rapport, c'est qu'il n'y a pas vraiment une taille unique qui conviendra à tout le monde. Donc, moi, plus une information en fait en biologie du sol et donc, et je pense que donc les sols, même des fois, dans chaque champ peuvent être différents. Donc, créer des politiques pour qui attaquent cette flexibilité et cette adaptation serait important. Et aussi, c'est important de comprendre que les futures conditions climatiques ne seront pas similaires à ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est important d'incorporer l'adaptabilité, en fait, à de nouveaux environnements. Je pense que ce sera important si nous voulons une politique durable. Merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais poser ma troisième question. Après, nous allons vous repasser la parole. Je vais vous repasser la parole, Tyler. Donc, pour retourner à vous, très cher doctorant, donc, quelle a été votre approche du travail en tant qu'équipe multidisciplinaire et qu'avez-vous appris du travail en tant que groupe? Parce que ça fait maintenant presque 2 ans que vous avez travaillé ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris? Donc, je peux répondre à cette question aussi. Donc, je pense qu'en tant qu'étudiant et universitaire, des fois, nous nous perdons dans nos sujets spécifiques et j'ai tendance à oublier que tout le reste existe en dehors de mon propre monde. Donc, être capable de pouvoir parler à des gens qui travaillent dans des domaines connexes mais différents m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre en fait l'impact de ma recherche et aussi à renforcer en fait ma recherche aussi par rapport à notre rapport. Nous sommes concentrés chacun sur nos propres forces, mais ça a été intéressant même par rapport à la terminologie. Nous n'étions pas toujours d'accord, nous n'utilisons même pas de la même manière. Et donc, nous travaillons dans des sphères similaires, mais c'est choquant de voir les différences qui existent. Donc, ça nous a montré le besoin de travailler ensemble et de créer en fait une terminologie commune par rapport à ces différentes politiques dans l'avenir. Merci beaucoup, Hannah. Merci beaucoup. Donc, j'ai une dernière question. Après, nous allons repasser la parole au public. Donc, d'après vous, quel est l'obstacle le plus courant à l'adoption des pratiques de gestion bénéfique et quelles mesures devraient être prises pour surmonter cet obstacle? Donc, je vais répondre à cette réponse, à cette question, c'est Interblack. Donc, je pense qu'il y a plusieurs obstacles, mais je pense que un des obstacles qui a vraiment émergé dans ma recherche à travers 4 provinces, surtout par rapport aux cultures de couverture spécifiquement, c'est vraiment les coûts initiaux associés à l'adoption de cette pratique. Et cela a été et le fait que c'était couplé au fait que pour les agriculteurs, c'était vraiment difficile de voir en fait quels bénéfices en fait ils allaient tirer de l'adoption de cette pratique. Donc, c'est sûr que nous savons qu'il y a des bénéfices, mais et des fois, il faut plusieurs années pour que ces agriculteurs voient en fait les bénéfices de l'adoption de ces pratiques. Et donc, ce qui se passait en plus, c'est que les agriculteurs pourraient, en fait, ils associaient l'adoption de ces pratiques à l'augmentation du risque dans leurs pratiques agricoles. Et donc, je pense que ce qui serait bien, c'est vraiment de pouvoir donner aux agriculteurs de l'information de qualité pour savoir comment mettre en œuvre ces pratiques, mais aussi comment ces pratiques, dans les faits, vont avoir potentiellement un impact positif sur les finances de leur entreprise, mais aussi un impact positif en fait sur l'environnement. Et je pense que ainsi, les agriculteurs vont pouvoir considérer ces avantages et pourront aussi réfléchir en fait aux risques auxquels ils seront confrontés et de voir aussi quelles sont les mesures d'atténuation de ces risques et des défis qui vont émerger. Donc, je pense que nous pouvons donner des données de bonne qualité aux agriculteurs. Cela leur permettra de surmonter cet obstacle initial de l'investissement et de faire des choix bien informés. Merci beaucoup, Callum. Donc, maintenant, je vais repasser la parole à Tyler. Donc, je vois il y a beaucoup de questions qui viennent en fait des membres du public. Donc, Tyler, qu'est-ce que vous voyez en fait dans cette liste? Donc, merci beaucoup, Sénateur Bloch. À nouveau, donc, il y a plusieurs questions par rapport aux innovations en termes de conception de politique. Donc, une des questions. Donc, le Canada, en fait, a eu la même politique agro-environnementale pendant plusieurs décennies
Et donc, la question, en fait, ce serait, donc, ce serait de savoir à quoi pourraient ressembler, en fait, les innovations politiques dans cet espace. Et je veux combiner, en fait, cela une question, en fait, sur les études de cas internationales. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quelles sont, en fait, des politiques contemporaines qui sont plus innovantes qui pourraient être déployées au Canada? Donc, Lisa, je pense que euh, tu pourrais répondre à la première partie et moi, je pourrais répondre en fait à ce qui se passe au niveau international. Oui, quand on regarde en fait au prochain cadre politique agricultural, je pense qu'il y a plus d'opportunités pour de créer des espaces en fait pour les innovations et le test des politiques et des processus de marché qui, d'après nous, pourraient marcher parce que nous les voyons en fait dans la recherche, dans les études de cas, mais nous ne savons pas si dans le contexte canadien ou en fait dans toute province ou Ontario, au Québec, comment ça va se passer. Donc, le fait de créer des espaces et d'investir en plus de financement, en fait, dans la conception de politiques innovantes. Je pense que c'est important dans le contexte canadien. Il y a aussi une vraie opportunité d'améliorer notre notification, en fait, d'efficacité et de recueillir des données, en fait, sur les, euh, les impacts environnementaux de certains programmes d'extension. Et donc, je pense que nous avons besoin de meilleures données pour comprendre non seulement ce qui se passe en fait dans nos fermes, mais aussi savoir en fait quel est l'impact avec ce qui se passe sur les fermes avec les résultats en fait de politique. Cela nous permettrait de prendre des décisions mieux informées par rapport à ces processus et par rapport à d'autres pays qui créent en fait des espaces pour l'innovation. Donc, 1 milliard de dollars a été investi en fait aux États-Unis dans le programme en fait des commodités qui sont en agriculture intelligente, donc pour savoir comment le carbone et d'autres écosystèmes en fait pourraient rajouter en fait de la valeur au système agroalimentaire. Et donc pour retourner à cette conversation en fait, c'est que oui, c'est important en fait de donner des opportunités aux agriculteurs de mettre en place de nouvelles politiques, mais c'est important de les tester avant de l'utiliser à grande échelle. Donc, désolé. Oui, Marie-Élise. Donc, je pense que ce qui se passe aux États-Unis est vraiment très intéressant par rapport à la séquestration du carbone, mais je pense que nous pouvons ce qui s'est passé en fait dans les années passées. Je pense que l'Australie a été vraiment un pionnier dans les politiques en fait de séquestration du carbone. Et récemment, je parlais avec un des chercheurs qui a mis en œuvre ces stratégies en Australie et il nous a vraiment recommandé une stratégie basée sur la mesure. euh, Il savait que, bien sûr, il y aurait beaucoup de défis qui sont associés au fait de mesurer, en fait, les variations du stock de carbone dans le sol, mais ils ont dit que ils allaient investir, en fait, du financement, en fait, pour 60% en fait, des mesures. En fait, du carbone, ils étaient très conservateurs dans l'application de cette politique en sachant que la science n'était pas encore rendue là. Donc, et j'ai entendu des carbones qui disaient que au lieu de mesurer, en fait, puis utiliser, en fait, la modélisation pour en fait, évaluer, en fait, la présence de carbone dans le sol, si cela correspondait aux certaines des mesures qui ont été faites. Donc, et donc, ça, c'est la stratégie qu'ils ont utilisée. Alors qu'en France, donc, la France a été un leader, en fait, en termes de séquestration du carbone. Initiative. Donc, avec l'initiative, donc, c'est avec une initiative française où ils ont été des leaders. Ils ont une politique qui est plus orientée sur les pratiques et les recommandations. Et donc, ça, c'est peut-être bien parce qu'ils sont en train de travailler avec un pays qui a une surface plus réduite, avec un sol plus homogène, un climat plus homogène. Mais le problème, c'est qu'au Canada, on doit penser au fait que c'est une très grande surface, c'est un grand pays avec une grande variabilité, en fait, à la fois dans le climat et les types de sols.
Donc, comme nous avons dit, dans une seule exploitation agricole, nous pouvons avoir plusieurs types de sols. Et donc, ça, c'est notre réalité. Et je pense que les politiques devraient baser sur le fait que nous devons gérer cette grande variabilité. Et donc, je voudrais aussi rajouter que je pense que les gouvernements dans le monde veulent vraiment promouvoir en fait des programmes d'extension au niveau locaux et aussi de provincial au niveau des États. Donc, je pense que ce serait vraiment important. Nous avons des groupes d'extension en fait dans le North Dakota, en Arkansas et en Floride. Et donc, plusieurs agriculteurs en fait besoin de ces groupes en fait pour avoir de l'information de qualité. Et donc, je pense que les gouvernements devraient comprendre en fait l'importance d'investir dans cela. Donc, moi, en tant qu'agent qui a joué ce rôle, en fait, j'apprécie cela. Carl, est-ce que vous pensez que le Canada pourra avoir à atteindre le net zéro d'ici 2030-35? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies par rapport à celles que vous avez déjà mentionnées, en fait, qui nous permettraient d'atteindre cet objectif? Donc, nous sommes en train d'arriver à la fin du temps qui nous a imparti. Donc, merci de répondre de manière très brève. Qui voudrait répondre à cette question? Donc, je peux commencer. Donc, merci, Lisa. Donc, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais je pense que nous avons besoin de meilleures données pour savoir la situation actuelle et après, nous allons pouvoir déterminer où un chemin à l'avenir pour savoir sur ce sur quoi nous devons nous concentrer en fait pour améliorer la séquestration du carbone et en fait réduire l'émission des gaz à effet de serre et aussi et en fait limiter cette émission. Et donc, avoir de meilleures données nous permettra de mieux comprendre quelle est la situation et cela nous donnera une compréhension informée de comment nous allons pouvoir en fait atteindre cet objectif d'ici 2030-2035. Et par rapport à ces différentes pratiques, donc j'essaie de trouver cette question à nouveau. Il y a plusieurs pratiques qui existent et donc je pense que Marielle a expliqué que cette combinaison en fait de pratiques va changer d'une région à l'autre, mais il y a aussi des opportunités pour les innovations dans les types de pratiques. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, qui a parlé en fait du biocharbon en fait, qui est vraiment qui est en fait juste à ses premiers pas. Donc, mais c'est une manière très innovatrice en fait de capturer le carbone. Donc, et peut-être en fait que au fur et à mesure que nous nous rapprochons en fait de nos dates cibles de 2030-2035, je pense que ces outils et ces technologies peuvent nous aider. Et donc, Marie-Élise, donc il y a plusieurs technologies qui pourraient être développées donc pour et donc en fait d'avoir des cultures en fait pérenniales. Donc je pense que cela pourrait nous améliorer. Donc et donc parce que notre réalité ici, en fait, c'est que nous perdons du carbone. Donc, avec des cultures pérennes, ça pourrait nous aider. Donc, et en fait, dans cette transition, en fait, de femmes laitières à un autre type de production, donc ça veut dire que nous avons perdu, en fait, les cultures pérennes sur leur terre et cela a eu vraiment un impact très important, en fait, sur les stocks de carbone dans le sol. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Donc, je voudrais juste rajouter je travaillais en fait à l'autre bout en fait de la séquestration du carbone. Je regarde des processus qui créent de la déstabilisation. Je pense qu'une des choses, c'est que nous oublions en fait les différents outils que nous avons en fait avec ces cultures de couverture et la diversité. Donc, ce sont des mesures qui sont utiles non seulement pour améliorer en fait la séquestration, mais aussi cela permet d'atténuer en fait les processus de déstabilisation, donc améliorer en fait la biomasse, en fait, limite les inondations. Et donc, cela évite que les terres soient imbibées. Donc, ces pratiques que nous avons, nous les prenons pour acquises, mais je pense que nous avons beaucoup d'outils que nous pouvons utiliser. Nous devons juste déterminer la combinaison, en fait, pour savoir, en fait, comment les utiliser et dans quelle mesure les utiliser dans chaque champ individuel. Donc, merci beaucoup, Callum. Donc, j'allais juste dire que
Je pense que tout le monde a déjà répondu à cette question très bien jusqu'à présent, mais quand nous pensons en fait à ces trois éléments clés qui vont être financés, nous devons réaliser que donc, ce n'est pas une liste complète, comme nous l'avons dit. Et donc, il n'y a pas en fait une solution miracle. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir en fait une culture de couverture en fait tous les ans. Mais si nous regardons tout le système, il y a plusieurs manières en fait de réduire en fait l'émission de dioxyde de carbone. Mais la culture de couverture, dans plusieurs cas, peut-être qu'elles n'auront pas les résultats que les gens vont avoir en fait en termes de séquestration de carbone. Mais comme Hannah a dit, il y a d'autres bénéfices associés et cela vaut aussi pour plusieurs des pratiques que nous recommandons. Merci beaucoup. Je sais qu'il nous reste le temps de répondre encore à une question après. Je pense qu'il faudra conclure. Tyler. Oui, merci. Je vais poser la question en français. J'aimerais entendu vos points de vue sur l'engagement des producteurs agricoles dans le travail et dans l'implémentation des solutions. Plusieurs personnes ont abordé comment est-ce qu'ils sont engagés aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les engager dans le futur pour avoir des meilleurs résultats. Peut-être Marie-Élise en français, est-ce que tu peux commencer? Oui, ça me ferait vraiment plaisir, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus un peu le sujet d'intérêt de Callum. Je ne sais pas, Callum? Yes. Oui. Donc, c'est sûr que je ne peux pas parler pour répondre à tout ça, mais ce que je peux dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entendu ce que les agriculteurs avaient à dire et je pense que c'est très important d'écouter les agriculteurs, de comprendre c'est quoi leurs inquiétudes, de savoir ce qu'ils veulent faire, ce dont ils ont besoin et après de concevoir des politiques autour de ça parce que nous savons en fait que pour certains agriculteurs dans des lieux spécifiques, les cultures de couverture sont un problème. Donc, nous pourrons dans ce cas-là identifier des ressources pour les aider en fait à atténuer en fait les défis et faciliter l'adoption. Donc, c'est important de s'assurer que les agriculteurs se sentent valorisés et il y a souvent ce sentiment que chez les fermiers, les agriculteurs, qu'en fait, les chercheurs et les décideurs politiques ne les écoutent pas. Donc, nous voulons vraiment les encourager à participer à ce processus et parce que nous sommes là pour les aider et que nous essayons aussi d'aider tout le monde. Merci beaucoup. Donc, et alors maintenant que nous allons conclure, donc je veux remercier Marie-Élise, Hannah, Callum et Lisa pour vos contributions aujourd'hui et vos contributions en fait au cours des 2 dernières années, puisque vous avez rassemblé en fait toute l'information que vous avez présentée l'année dernière et en fait maintenant ce rapport final en tant que président en fait nous savons. Vous savez, en fait, comme en tête du comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts, je pense que nous allons bientôt avoir un sondage, en fait, des différents sols. Donc, je pense que tout à l'heure, nous avons vraiment 4 témoins importants. Donc, j'ai vraiment hâte de vous recroiser dans l'avenir. C'est vraiment été un grand plaisir pour moi. Donc, Tyler, merci encore pour cette opportunité. Je vais vous repasser la parole pour pouvoir conclure ça. Donc, merci beaucoup, Sénateur Black. Nous avons vraiment hâte de voir votre rapport et nous avons vraiment hâte d'avoir des présentations présentées par ces 4 doctorants et d'autres participants dans le pays qui sont jeunes et engagés et passionnés en fait par la santé du sol et les changements d'agriculture dans tout le pays. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la science du sol et de l'agriculture. Je tiens à remercier nos boursiers pour leur effort et leur contribution qui me permettent de faire avancer les solutions politiques. Les sols sont un système organique qui est dynamique et complexe et qui exige des approches politiques qui sont dynamiques et complexes aussi. Je suis impatient de suivre leurs contributions à long terme et de voir comment est-ce qu'on peut avancer des solutions politiques dans un domaine d'une importance cruciale. Le besoin d'une pensée critique et de solutions créatives qui comprennent l'intersection de la science et de la politique ne cesse de croître. Merci beaucoup tout le monde. Thank you again for joining us today. This recording Merci encore de vous être joints à nous. Donc, cet enregistrement sera partagé avec tout le monde et le rapport sera publié à sous peu. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.